Géopolitique, Marie-France Chattard. Bonjour à tous et bienvenue dans Géopolitique. Nous sommes à la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris, à l'occasion des Semaines de l'Amérique latine et des Caraïbes. C'est la 12e édition cette année. La Maison de l'Amérique latine est partie prenante de cette initiative qui a pour but de contribuer à enrichir et approfondir la relation entre la France et l'Amérique latine et les Caraïbes, qui organisait durant tout ce week-end une série de manifestations. Nous ne pouvions pas manquer ce rendez-vous, même si d'Amérique latine, il est régulièrement question dans Géopolitique. Regard pour cette table ronde sur l'impact que les crises et recompositions à l'international ont sur le continent latino-américain, dont le voisin le plus proche s'appelle États-Unis. Longtemps marginalisée sur la scène géopolitique mondiale, l'Amérique latine revient progressivement dans le jeu, non pas tant par une volonté collective affirmée que par les convoitises qu'elle suscite, ses ressources naturelles, ses marchés, ses terres, son positionnement stratégique, mais elle affronte les bouleversements géopolitiques actuels dans une position de faiblesse. Les pays du sous-continent sont divisés sur le plan politique et confrontés à de persistantes dynamiques de détérioration économique. Cette situation affecte leur capacité à parler d'une seule voix dans les affaires du monde. Pourtant, la région se trouve au cœur d'enjeux globaux déterminants. Sur le plan stratégique, elle est devenue l'un des principaux terrains de la confrontation engagée entre la Chine et les États-Unis pour la suprématie mondiale, et une zone où émergent de nouveaux équilibres, de nouvelles alliances, souvent à géométrie variable. Dans ce contexte tendu, certains pays latino-américains optent pour une stratégie de diversification de leurs alliances. D'autres font le choix de l'alignement avec Pékin ou Washington. Dans quelle mesure l'Amérique latine pourra-t-elle surmonter ces divisions régionales pour peser davantage en faveur du multilatéralisme et la construction d'un monde multipolaire? Des rapprochements sont-ils possibles, souhaitables avec l'Europe, elle aussi confrontée à des mises sous tension, en l'occurrence dans son alliance avec les États-Unis? Pour répondre à toutes ces questions, nos invités, Alain Rouquier, ancien ambassadeur de France au Brésil et au Mexique, qui a en préparation un livre sur la Chine et l'Amérique latine. Bonjour. Bonjour. Pascal Boniface, directeur de l'Institut des relations internationales et stratégiques. Son dernier ouvrage, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara, qui vient de paraître chez Max Milo. Bonjour. Bonjour. Et Christophe Ventura, directeur de recherche à l'IRIS et membre de la rédaction du Monde diplomatique. Bonjour. Bonjour. Y a-t-il une région du monde qui n'est pas dans le viseur de Donald Trump? On peut se poser la question plus de 4 mois après son retour à la Maison-Blanche. En tout cas, pour l'Amérique latine, ce qui se passe est particulièrement violent. Je pense aux expulsions massives de travailleurs latino-américains des États-Unis dans des conditions parfois effroyables, et sur un autre registre, aux menaces sur le canal de Panama proférées par Donald Trump. Est-ce qu'on peut dire, Christophe Ventura, que le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche constitue une onde de choc pour l'Amérique latine? De fait, oui. Il faut d'abord préciser que contrairement à son prédécesseur Joe Biden, disons naturellement, Donald Trump ne s'intéresse pas à l'Amérique latine. C'était pas une région pour laquelle il a un intérêt ou une connaissance particulière. Il est quasiment pas allé, sauf une fois au Mexique quand il était candidat en 2016. Lors de avant sa première élection. Mais de fait, l'Amérique latine devient aujourd'hui, dans ce deuxième mandat trumpien, probablement un petit peu plus importante qu'elle ne fut auparavant. Onde de choc, oui, parce que le programme de Trump pour l'Amérique latine, c'était essentiellement ce qu'on appelle en diplomatie un agenda négatif, c'est-à-dire un agenda qui visait à simplement, disons, avoir des relations de répression au sens large du terme avec l'Amérique latine, en matière migratoire, vous l'avez dit, en matière aussi de lutte contre le narcotrafic et la criminalité organisée, avec l'idée disons, mettre un certain nombre de cartels comme organisation criminelle internationale, avec l'idée, ce qui veut dire aussi, je le dis tout de suite, ça veut dire en droit américain la possibilité d'une intervention militaire souveraine états-unienne dans les pays où ces cartels seraient mis sous ce label. Il y avait aussi une répression, évidemment, dans l'agenda trumpien par rapport aux politiques commerciales. Ça, on l'a vu, mais j'ai envie de dire,
disons, le premier acte de Trump, c'était cette répression pour les pays, disons, Mexique, Amérique centrale, Caraïbes, qui constituent un petit peu le premier arc de la diplomatie américaine pour la région latino-américaine. Mais ce qu'on est en train de voir aujourd'hui, on va sûrement le développer un peu plus tard, c'est qu'il y a aussi maintenant un agenda qui est en train de se développer pour toute l'Amérique latine, y compris l'Amérique du Sud, et qui est en fait un agenda dont le vrai objectif est l'endiguement de la Chine dans la région, laquelle a gagné tellement d'influence sur le plan commercial et économique qu'aujourd'hui, pour Trump, l'Amérique latine, du coup, devient l'un des terrains de lutte, l'un des champs de bataille géopolitiques stratégiques contre la Chine, et il entend opposer à la puissance économique et commerciale chinoise qui a vraiment damé le pion aux États-Unis. Il entend aujourd'hui, pour l'Amérique du Sud, revenir avec un agenda sécuritaire, voire militaire, au nom de la lutte contre le narcotrafic et du crime organisé. Et c'est la prédominance sécuritaire et militaire que Washington entend, disons, opposer à la montée en puissance chinoise. Merci Christophe Ventura. Alain Rouquier, j'aime pas les questions trop réductrices, mais je vous en pose une quand même. C'est une bonne ou une mauvaise nouvelle pour l'Amérique latine que ce retour de Donald Trump à la Maison-Blanche? Écoutez, j'ai pas vraiment une nouvelle, parce que ce qu'on peut dire de Trump, c'est pas, la formule n'est pas de moi, c'est que la seule certitude qu'on a avec lui, c'est l'incertitude. On ne sait pas ce qu'il va faire demain. Donc je voudrais mettre cette situation aujourd'hui en perspective. Est-ce que l'Amérique latine est un thème majeur pour les États-Unis au XXIe siècle? Je crois qu'il y a eu une négligence de plus en plus forte, parce que l'Amérique latine ne représente pas ce qui est l'essentiel dans la politique extérieure des États-Unis, parce que depuis le pivot asiatique d'Obama, l'Amérique latine est encore moins importante que l'Europe. Si on s'éloigne de l'Europe, il est normal qu'on s'éloigne encore davantage de l'Amérique latine. Que voulaient les derniers présidents qui sont intéressés à l'Amérique latine? Ils voulaient recommencer avec un projet panaméricain. Ça a été la zone de libre-échange des Amériques, qui est morte en 2005 à Mar del Plata. Un sommet, des sommets des Amériques, c'était les États-Unis qu'ils avaient créé à l'époque de Clinton. Et ça a été fini. Il y a eu une union entre le Venezuela, l'Argentine et le Brésil pour dire, bon, ça, la zone de libre-échange des Amériques, ça veut dire la main mise des États-Unis sur les économies latino-américaines. On n'en veut pas. À partir de cela, ce qui était très souvent, qu'on appelait le benign neglect, une négligence bienveillante, c'est devenu de la négligence malveillante avec Trump. Mais c'est toujours la même négligence. Alors, Trump, première présidence, l'Amérique latine, c'est le beau mur pour empêcher les immigrés et la drogue et les Mexicains qui sont des assassins, des violeurs, etc. Alors, c'est les insultes qui vont avec dans la rhétorique trumpienne. Mais l'Amérique latine, la vision de Trump, il est allé 4 heures à Buenos Aires en 4 ans. 4 heures pour un G20. Et en dehors de ça, il y avait le Mexique et le mur. Et puis, la drogue, l'immigration. Bon, ça c'est Trump, mais enfin, sous les présidents précédents et le président qui a succédé, il ne s'est rien passé. Biden qui connaissait bien l'Amérique latine, quand il avait été vice-président, il avait voyagé maintes et maintes fois. On dit qu'il a voyagé 15 fois, il a fait une quinzaine de tournées en Amérique latine. Mais il a suivi la politique de Trump. L'Amérique latine, la seule chose qu'il ait faite de particulier, qui a hérité l'Amérique latine, c'est que l'organisation d'un de ces sommets qui ont lieu tous les 2 ans, sommet des Amériques, il a décidé de choisir un certain nombre de pays qui lui plaisaient et de laisser à l'extérieur des pays qui ne plaisaient pas. Du coup, il y a un certain nombre de présidents qui disent si c'est comme ça, on n'y va pas, alors qu'ils étaient choisis. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment une
nouveauté après le premier Trump. Et bon, là, ça c'est devenu un peu plus intéressant parce qu'il y a le problème de la Chine. La grande question de la rivalité avec la Chine, effectivement, qui peut laisser imaginer que eh bien, l'Amérique latine occupera peut-être une place plus importante dans l'agenda de Donald Trump. En tout cas, Pascal Boniface, le système Trump et tout ce qu'apporte Trump aujourd'hui est là pour durer ou c'est un mauvais moment à passer? Bah, si c'est un mauvais moment à passer, il risque d'être long. Il risque d'être long parce qu'il va au moins durer 4 ans. Et ensuite, ce n'est pas un cauchemar dont on va se réveiller rapidement parce que rien n'indique qu'en 2028, on va revenir à normal. Et c'est quoi la normale? Il y a eu une très grande illusion de l'ensemble des gens de penser que lorsque Biden avait été élu en 2020, il nous avait débarrassé de Trump. D'un point de vue européen, il nous a fait les poches avec l'Inflation Reduction Act. C'était un aspirateur industrie européenne. Mais comme il le faisait avec le sourire, tout allait bien. Et sur l'Amérique latine, il a maintenu une domination, mais il le faisait avec le sourire. Et donc, ça allait bien. Au moins, Trump, par sa brutalité, nous oblige à nous réveiller parce qu'il ne nous laisse pas nous bercer d'illusions sur le caractère bienveillant de sa présidence. Son modèle, c'est McKinley. McKinley, 1897-1901. Alors, espérons qu'il n'ait pas le même sort, parce que McKinley a été assassiné. Mais c'est McKinley qui a été le vrai premier président impérialiste des États-Unis, et c'est sous son mandat que Cuba a été récupéré au détriment de l'Espagne, les Philippines, Porto Rico, et aussi Hawaï de l'autre côté. Alors, Trump ne va pas se lancer dans des guerres, il est contre les guerres, mais lui et ses méthodes, c'est la brutalité économique, les sanctions, les tarifs, et il ne connaît que le hard power. Au moment où, au XXIe siècle, le soft power devient de plus en plus important, c'est quand même très symbolique qu'il veuille empêcher Harvard d'attirer des étudiants étrangers, qui est quand même se tirer une balle dans le pied en termes de rayonnement. Et on voit que là, ses intérêts particuliers, sa diatribe anti-woke est plus fort que tout. Mais donc, il va... Bon. Et donc, aussi bien pour l'Amérique latine, l'extrême Occident dont Alain parlait dans ses livres, que pour l'Europe, c'est un défi important, c'est que Trump signifie la fin du monde occidental. Et donc, ça concerne quand même des pays latino-américains qui se revendiquaient partiellement comme étant occidentaux, même s'ils ne le sont pas tout à fait. Ça nous concerne également parce que Trump vient nous dire le monde occidental tel que l'on connaît depuis 1945, donc avec le traité interaméricain d'assistance réciproque du côté latino-américain, le côté OTAN de l'autre, ça n'existe plus. L'article 5 de l'OTAN n'existe plus. Plus personne n'a confiance. Et non seulement les États-Unis sont plus là pour nous protéger, mais ils sont là pour nous agresser en revendiquant le territoire de Panama, du Canada et du Groenland, qui appartient au Danemark, membre fondateur de l'OTAN et pays membre de l'Union européenne. Donc, on n'a plus d'illusions à avoir et ça doit redéfinir, je pense qu'il y a un espace pour redéfinir les relations notamment entre l'Union européenne et l'Amérique latine, au-delà des seules négociations commerciales et qui ne doivent pas uniquement s'arrêter à un accord de libre-échange, mais aussi politiquement, et sur les débats sur le système politique, sur ce que l'on veut comme civilisation. Dans la mesure où il n'y a plus de monde occidental, il faut qu'on se redéfinisse. Et peut-être qu'on a intérêt à échanger avec les pays latino-américains de cette redéfinition. Parce que si l'Europe devient autonome, indépendante, mais sans vraiment boussole et que le seul horizon, c'est de se protéger de la Russie et d'être aveugle sur Gaza, on n'ira pas très loin. Donc, il y a vraiment un champ à redécouvrir. Le monde, c'est vraiment une révolution. Je n'aime pas beaucoup dire qu'il y a des révolutions stratégiques. Je ne suis pas comme Steve Jobs qui annonce une révolution technologique tous les ans. Il n'y a pas de révolution stratégique tous les ans. Mais là, nous entrons dans un monde nouveau avec la fin du monde occidental tel qu'il est défini depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et donc, il faut vraiment qu'on sorte du déni. Et ce n'est pas un cauchemar parce que même si on se réveille, le monde n'aura pas changé. Le monde occidental n'existe plus. Géopolitique est à la Maison de l'Amérique latine pour cette table ronde avec Pascal Boniface, Alain Rouquet et Christophe Ventura. Christophe Ventura, qu'est-ce que nous révèle finalement ce début de présidence Trump? Qui se frotte les mains en Amérique latine du retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et qui fait mauvaise mine?
Alors, se frotte les mains, je ne sais pas s'il y en a tellement qui se frottent les mains, mais il y en a qui, disons, considèrent qu'il faut absolument, dans leur tradition, pour cela, de chercher un alignement stratégique et géopolitique avec Washington, trouver à complaire en quelque sorte à Donald Trump en lui donnant le maximum de gages possibles. Ça marche pas à tous les coups. Par exemple, ça marche pas au Panama puisque le président panaméen est plutôt pro-Trump. Il l'a soutenu pendant la campagne électorale contre Kamala Harris, mais ça n'a pas suffi à Donald Trump. On a vu ce qui s'est passé après avec les prétentions de ce dernier sur Panama, mais on va dire, pour schématiser, que ce dont je parle, c'est plutôt le spectre de la droite latino-américaine qui cherche à trouver les moyens de conforter Trump dans l'idée qu'il aurait de bien les traiter, puisque tout le monde a compris, c'est pour ça que personne ne se frotte les mains, que la manière dont Trump agit, c'est de l'extorsion de concessions aux amis, aux adversaires, aux partenaires, à tout le monde. Il n'y a personne qui est particulièrement bien traité. Donc là, y compris les secteurs des droites latino-américaines l'ont compris. Enfin, ils essayent de lui proposer des choses et justement, les choses qu'ils essayent de lui proposer, c'est de se présenter comme étant les vecteurs possibles du retour des États-Unis sur le plan sécuritaire, sur le plan parfois militaire, pour justement peut-être contrer l'expansion chinoise. Et dans cette famille politique, on va trouver bien sûr M. Nayib Bukele au Salvador, on va trouver M. Daniel Noboa en Équateur, on va trouver aussi M. Milei en Argentine, dont ils font peut-être signaler ici qu'il propose à Washington et qu'il exprime le souhait de devenir un partenaire global de l'OTAN. Alors en même temps, ça paraît un peu à contre-courant avec justement la manière dont Trump veut se dessaisir, s'affranchir de toutes les alliances dans lesquelles les États-Unis sont. Mais Milei veut devenir partenaire global de l'OTAN. Il offre, comme d'autres, son territoire désormais à l'établissement de bases, disons, navales, de bases sécuritaires et militaires aux États-Unis. C'est le cas de tous les pays dont je viens de vous parler. Quand ce n'est pas des bases militaires, c'est d'ouvrir des forteresses, des prisons pour y accueillir les criminels, les migrants, etc. Bon, on connaît mieux le cas de M. Bukele, par exemple. On pourrait parler du Guatemala aussi, qui se retrouve... on parle de pays aussi qui ont peu de rapports de force contre Washington. Le Guatemala, dont le président aujourd'hui, Alevaro, propose son port de Quetzal au sud du Guatemala, quasiment à la frontière salvadorienne, pour que les États-Unis viennent y développer leurs activités commerciales, mais encore une fois sécuritaires, etc., toujours au nom de la lutte contre le narcotrafic. Donc on voit qu'il y a un redéploiement qui passe par les droites latino-américaines, qui propose à Trump un petit peu ce que Trump attend d'elle pour revenir dans la région. Ceux qui ne se frottent pas les mains, bien sûr, c'est plutôt les progressistes ou le spectre plutôt à gauche en Amérique latine qui, bien sûr, voient dans la poussée trumpienne un petit peu la fin de ce que eux considèrent être important, c'est le multilatéralisme, c'est justement la construction d'un monde multipolaire, tout ce que vous avez évoqué dans votre introduction. Le Brésil, évidemment, voit Trump de ce côté-là comme un agent destructeur, un ingénieur du chaos, en quelque sorte. Et donc ça plaît pas du tout à la diplomatie brésilienne. Puis enfin, il y a les pays récalcitrants à Washington, qui sont Cuba, qui sont le Venezuela ou le Nicaragua. Qui font de toute façon face à quelqu'un qui les a déjà beaucoup combattus dans son premier mandat à travers les sanctions américaines diverses et variées. C'est quand même Trump qui a mis les régimes de sanctions les plus dures contre Cuba, le Venezuela ces 15 dernières années. Et donc, du coup, pour ces pays-là, en quelque sorte, c'est un petit peu la continuité d'un isolement que Trump incarne. Et donc, c'est un peu ça, me semble-t-il, la cartographie régionale. Alain Rouquier, on sait combien Trump n'apprécie guère les intégrations régionales, le multilatéralisme, etc. Est-ce que l'Amérique latine aurait intérêt, on l'a dit, assez divisé, fragmenté, est-ce qu'on peut imaginer une redynamisation des institutions d'intégration en Amérique latine? Écoutez, je crois que ça va faire plaisir à Trump et tous ceux qui s'opposaient, et ils étaient nombreux, pas uniquement au Parti républicain et chez les MAGA, qui s'opposaient au processus d'intégration, ou qui voyaient d'un mauvais œil. C'est les mêmes d'ailleurs qui considèrent que l'Union européenne, c'est un mal absolu pour les États-Unis. Je ne vois pas une relance pour le moment des processus d'intégration. Ceux qui avaient l'air
le plus dynamique, comme le Mercosur. On a dit et on a redit que le Mercosur n'existait que par l'accord avec l'Union européenne, sans quoi il aurait disparu. Quand vous voyez qu'il y a un président, M. Milei, qui dénonce son voisin brésilien en disant c'est un communiste corrompu, vous dites que finalement l'intégration et le futur marché commun a du plomb dans l'aile. Parce que le Mercosur, on peut le rappeler, rassemble l'Argentine, le Brésil, Uruguay et Paraguay. Voilà. Et il n'y a pas que le Mercosur. Il y a aussi tout ce qui s'est créé en matière de rassemblement en vue de concertation, en vue de coordination politique. L'UNASUR, l'Union des Nations d'Amérique du Sud, avait d'excellentes idées en matière de construction d'infrastructures, en matière d'unification des matériaux de défense, mais il n'avait pas de structure institutionnelle. Eh bien, l'UNASUR, il y avait l'ALBA aussi. Il n'existe plus beaucoup, même si l'Union européenne maintient l'UNASUR parce que c'est important. Bon. La communauté des États latino-américains et caraïbes, la CELAC, c'était l'interlocuteur de l'Union européenne. Et pendant 8 ans, il n'y a pas eu de sommet parce que nous n'avions plus d'interlocuteur. Bon, là, ça a repris. Mais je crois que c'est dû à l'Union européenne et à son insistance plus qu'à la réalité d'une renaissance de ces institutions, entre guillemets, de coordination. Et non, ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est la division, l'émiettement de l'Amérique latine. Il y a eu des phases de polarisation autour du Venezuela notamment. Maintenant, c'est fini, c'est au-delà. Et au-delà, il y a quelque chose qui est quand même nouveau, c'est la présence de la Chine. La Chine est le premier partenaire du Brésil à partir de 2009. Moi, je pense souvent à ces rhétoriques qui apparaissaient dans des revues de sciences politiques américaines après le Vietnam. Who lost Vietnam? Et il y a un plaisantin un jour qui a écrit un article, Who lost Patagonia? Eh bien, Who lost Patagonia, on en est là. On en est là parce que la Chine est le premier client, le premier partenaire maintenant de tous les pays d'Amérique du Sud. Alors, l'Amérique du Nord, c'est un peu particulier. Quoique, le Mexique importe plus de produits chinois que le Brésil. On ne le croirait pas parce qu'ils sont dans la mouvance du Mare Nostrum, mouvance nord-américaine directe, Caraïbes, Amérique centrale, Mexique. Mais aller dans un magasin au Mexique, ça m'est arrivé, vous trouvez des choses qui sont made in China comme en France. Et ça paraît un peu, dans l'arrière-cour des États-Unis, ça paraît un peu bizarre, mais c'est comme ça. Alors, bon, vous n'avez pas interrogé sur la Chine, mais j'ai pris la liberté d'en parler. Tout à fait. Si vous regardez les chiffres, c'est tout à fait étonnant. Tout à fait étonnant. Je parlais de politique tout à l'heure, mais tout à fait étonnant. La Chine, c'est le Brésil devant la Chine, 60% de son minerai de fer, 70% de son soja, et je ne parle que du Brésil. Mais c'est pareil pour l'Argentine, c'est pareil pour l'Uruguay avec sa viande, etc., etc. Et donc ça, on ne peut pas l'ignorer. Non, bien sûr. Et Trump ne l'ignore pas. C'est un élément nouveau. Et jusqu'à maintenant, les États-Unis n'ont rien fait pour dire, bon, arrêtez, il faut expulser les Chinois, etc. Ce qu'on voit, effectivement, Alain Rouquet l'a dit, Pascal Boniface, c'est cet impressionnant parcours de la Chine depuis 35 ans, qui est le premier ou deuxième partenaire commercial de nombreux pays latino-américains, le Brésil, le Chili, le Pérou, l'Uruguay. La question qui se pose aujourd'hui pour les États-Unis, c'est comment riposter.
parce que finalement, cette réaction américaine, elle arrive avec retard, hésitation et puis contradiction. Complètement. Il y a une première contradiction, c'est de compter uniquement sur le hard power au XXIe siècle et de négliger totalement le soft power. Ce qui, en Amérique latine, va coûter des points, mais comme partout ailleurs. Quand on supprime USAID, on ne se fait pas des amis. Et USAID n'avait pas été créé pour les beaux yeux des pays récipiendaires, mais pour la grandeur des États-Unis par rapport à l'Union soviétique. Donc là, c'est la Chine qui va profiter de cela. Et je crois que la deuxième erreur, elle tient même dans le slogan de Trump, Make America Great Again. Donc il admet implicitement s'il faut rendre sa grandeur à l'Amérique, qu'elle en a perdu, qu'on n'est plus dans un monde unipolaire. Mais il agit comme si nous étions dans un monde unipolaire et comme si tout le monde devait céder à ses objurgations et à ses demandes. Et en fait, il me donne un peu le sentiment d'être celui qui a la tête d'une puissance dont il sent qu'elle est sur le déclin et que là, il est encore temps de jouer uniquement sur la force parce que ça sera trop tard. Et donc, il est encore temps de vouloir forcer tous les pays à obéir aux États-Unis parce que bientôt, ça sera trop tard. Et là, on va mettre des tarifs pour que les gens viennent les uns après les autres, mettre leur industrie aux États-Unis. Donc, il joue le rapport de force, mais c'est l'aveu d'un déclin qui est en cours. Et je pense qu'il est déjà trop tard pour les États-Unis d'imposer leur volonté aux autres. Trump pense que c'est la dernière étape. S'il est encore temps de le faire et qu'ensuite, eh bien, effectivement, du fait de la concurrence de la Chine, du fait d'autres facteurs, de l'émergence, tout simplement, il ne pourra plus. La grande erreur qu'il fait, Sleepy Joe Biden, qu'il méprisait, au moins faisait des coalitions, faisait des alliances avec les pays européens, avec d'autres pour dire, en Asie notamment, pour dire on va encercler la Chine tous ensemble. Trump bazarde tout le monde et donc c'est contradictoire de vouloir lutter contre le défi chinois sans alliés, de partir seul à la bataille sur un pays qui a une vision du long terme bien plus conséquente que celle de Trump. Alors on a vu le Panama réagir, Christophe Ventura finalement faire allégeance à Donald Trump après les menaces de récupération du canal de Panama. Mais encore récemment, cette semaine, la Colombie qui se rallie à la Belt and Road Initiative chinoise. Qu'est-ce que vous qui étiez récemment, vous revenez d'Argentine, cette question chinoise, elle est en débat dans les sociétés aujourd'hui en Amérique latine? Christophe Ventura. Bah, il est clair aujourd'hui que spécifiquement pour les pays sud-américains, disons, l'avenir, c'est la Chine. Aujourd'hui, ça a été dit par Alain Rouquier et par Pascal Boniface, tous ces pays ont pour premier partenaire la Chine et son marché gigantesque depuis maintenant pas 2-3 ans, mais depuis le début de la décennie des années 2010. Et donc, c'est quelque chose dont même Javier Milei, président qui a eu des propos très anti-chinois pendant sa campagne électorale, parce que aussi il associait ses adversaires péronistes à ce qu'il lui appelait d'être serviles, disons, clients chinois. Et justement, pour envoyer des alertes et des signaux à Washington sur sa disponibilité à devenir un allié stratégique dans la région, il a eu des propos très anti-chinois. Bon, les Chinois lui ont rappelé quand même que l'Argentine avait quelques dettes auprès de cette dernière. Il n'y a pas qu'au FMI que l'Argentine est très endettée, il y a aussi auprès de la Chine où cette dernière a prêté beaucoup de milliards de dollars, y compris en ligne swap, ce qu'on appelle les lignes de crédit en monnaie locale, peso argentin contre yuan chinois. Et donc la Chine pourrait faire pression sur le gouvernement argentin pour exiger son dû. Les Chinois ont rappelé aussi que l'Argentine avait pour premier marché d'exportation, ça a été dit, également le marché chinois. Et donc Milei s'est un peu, disons, calmé sur ses discours, en tout cas anti-chinois, préférant montrer ses allégeances ou faire des offres de services. Donc, comme je disais tout à l'heure, à Washington, il tape un petit peu moins sur la Chine. Donc, même lui ne peut pas complètement s'extraire de cette réalité qui aujourd'hui est incontournable. Du point de vue de l'économie et du commerce, les pays sud-américains regardent vers la Chine et ont moins besoin des États-Unis. C'est-à-dire que l'indépendance, disons, latino-américaine aux États-Unis, elle concerne d'abord le Mexique et les pays centra-américains et caribéens, beaucoup plus aujourd'hui que les pays sud-américains qui, en matière donc d'économie, de commerce, mais de technologie aussi,
d'accès à la technologie, de développement et transfert de technologie, organisation de leur transition énergétique et également, disons, au moins sur ces sujets-là, disons, peuvent compter avec la Chine. Et d'ailleurs, il y a quelques jours en arrière, là, au mois de mai, eh bien, il y avait le sommet entre les pays de la CELAC et le gouvernement chinois à Pékin, où se sont encore multipliés les accords, disons, birégionaux, si je puis dire, mais aussi bilatéraux entre des pays, et c'est là qu'intervient la signature par la Colombie de son adhésion aux nouvelles routes de la soie. De toute façon, l'Amérique du Sud est en train d'organiser un vaste plan d'infrastructures portuaires, routières, tous azimuts, qui tournent vers le fameux pivot asiatique, vers la Chine, la mer méridionale chinoise, et c'est ça l'avenir. Donc les États-Unis l'ont compris, et c'est pour ça, je disais tout à l'heure, que leur ultime, pour reprendre un peu la grille d'analyse de Pascal Boniface, leur ultime moyen, c'est la force. C'est la prédominance militaire, sécuritaire que les Chinois n'ont pas encore, parce que ça n'a pas été le choix d'ailleurs de la Chine que de se positionner sur ce terrain-là en Amérique latine, mais ils n'ont plus que ça pour tenter, en fait, de renverser la vapeur. Mais je crois, là c'est un peu un pari, je crois que le coup est parti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour les Sud-Américains, et parmi eux il y a quand même le Brésil, eh bien, ils peuvent se passer aujourd'hui des États-Unis dans tous les domaines que j'ai cités, parce que à la fois la Chine et parce qu'à la fois derrière aussi pour eux les BRICS, mais aussi tout un tas d'autres pays émergents, leur permettent d'avoir la possibilité, dans le rapport de force avec Washington, de s'extraire un peu de la soumission qui les a caractérisés pendant si longtemps. Et donc arrive la question pour l'Amérique latine de son avenir. C'est vrai qu'elle est marginalisée parce que émiettée, parce que divisée, parce que beaucoup de divergences existent dans la région entre Javier Milei, Lula, M. Noboa, M. Petro en Colombie, etc., Mme Sheinbaum au Mexique, et puis M. Bukele au Salvador. On voit bien qu'il y a une peine à avoir une voix latino-américaine dans la vie internationale. Tout ça, c'est vrai. Mais aujourd'hui, je pense que le débat qui va s'installer, qui va grandir en Amérique latine, c'est finalement de savoir comment se positionner dans ce rapport de force sino-américain qui ne devrait pas reproduire pour eux des répliques, des alignements qui ont été les politiques qui ont eu lieu dans les périodes précédentes. Et donc, c'est pour ça qu'on voit aussi en Amérique, vous disiez que je reviens d'Argentine, c'est vrai, on voit des discussions très intéressantes aussi en Amérique latine sur justement comment faire pour ces pays-là pour ne pas se marier en quelque sorte ni avec l'une des puissances qui aujourd'hui et demain vont s'affronter de plus en plus sur leur territoire. Et on a des débats intéressants comme le non-alignement actif, par exemple, qui sont des doctrines, des théories qui sont discutées pour trouver un chemin, disons, dans ce monde un peu dur pour les Latino-Américains, qui leur évite des nouvelles formes de dépendance trop fortes, à la fois à la Chine, à la fois aux États-Unis. Ce qui se passera à la fin dépendra très largement des situations politiques locales, des rapports de force au sein des pays et des relations qu'ils auront entre eux. Donc cet avenir-là est ouvert, mais aujourd'hui, c'est juste pour dire que ces questions-là n'échappent pas aux acteurs latino-américains. Alors pour tous ces présidents que vous évoquiez, Christophe Ventura, donc Monsieur Noboa pour la présidence de l'Équateur. Nous sommes donc géopolitique à la Maison de l'Amérique latine pour ce débat autour de l'Amérique latine et des crises et comment l'Amérique latine finalement peut réagir et survivre à la présidence Trump et à cette rivalité sino-américaine qui s'y exprime de manière très forte et puissante. Alain Rouquier, on l'a dit, Washington pousse les pays latino-américains à un choix difficile, finalement, c'est s'aligner ou subir. Deux questions par rapport à tout cela. C'est d'abord la question de l'image des États-Unis aujourd'hui en Amérique latine et quelle tournure pourrait prendre les choses. Je pense à la rivalité sino-américaine. Est-ce qu'on peut craindre le pire pour l'Amérique latine, Alain? Écoutez, il y a des hypothèses possibles. Lula disait à un dirigeant européen, il y a quelque temps, vous savez, vous êtes mal placé entre la Chine et les États-Unis, vous risquez d'être un morceau de mortadelle entre deux gros morceaux de pain. C'est exactement ce qui pourrait se passer pour l'Amérique latine. C'est pas l'Europe. Mais la situation actuelle, elle est pratiquement irréversible pour la Chine. Regardez, qu'on disait tout à l'heure à propos de Milei. Milei a tempêté contre le communisme, contre la Chine. Il savait très bien que c'était le premier client, que c'était le premier partenaire. Il était communiste, même si c'est un économiste
de radio-télévision, excusez-moi pour radio-télévision, mais bon. Et dès qu'il a été élu, il a envoyé son premier couteau à Pékin pour les expliquer. Mais Bolsonaro avait fait la même chose. Bolsonaro avait fait une campagne anticommuniste, anti-chinoise, etc. Et il est allé s'excuser, d'aller s'expliquer à Pékin. Pourquoi? Eh bien parce qu'on ne peut pas faire autrement. Parce que c'est comme ça. Parce que c'est le marché. Parce que les États-Unis ne sont pas un marché, ils sont concurrents. Les États-Unis, pour beaucoup de producteurs agricoles latino-américains, pour le soja. Le problème aujourd'hui avec le conflit sur les droits de douane, et ça va faire reculer Trump, c'est que le soja, il vient d'États qui sont trumpistes, qui ont voté pour Trump. Et s'il n'y a pas un accord avec la Chine, ils vont continuer à acheter à l'Argentine et au Brésil, mais ils vont acheter davantage, puis ils n'achèteront plus rien aux États-Unis. Donc les choses ne sont pas aussi simples avec le marteau-pilon des États-Unis qui va faire reculer. Non, qu'est-ce qu'ils ont fait les États-Unis? Je veux dire, des choses concrètes. Ils ont dit au Chili, vous ne ferez pas un câble sous-marin entre Valparaiso et Shanghai. Bon, c'est la guerre des câbles sous-marins, c'est pas simplement pour le Chili et l'Amérique latine. C'est un grand défi et un grand enjeu international. Bon, ils ont Trump a fait reculer Panama parce que, bon, ça, c'est dans la zone de sécurité. Mais par ailleurs, l'Amérique du Sud, je parle de l'Amérique du Sud, là, a été traitée de manière assez modérée par Trump. Il ne va pas envoyer des troupes en Amérique du Sud, d'autant plus que jamais les États-Unis l'ont fait. Ils ont toujours fait des stratégies indirectes. Jamais ils n'ont débarqué en Amérique du Sud. Ils ont débarqué au Mexique, dans les Caraïbes, en Amérique centrale, mais pas en Amérique du Sud. L'Amérique du Sud, c'est un autre monde. Et là, la Chine est à l'aise. La Chine est à l'aise. On parlait du BRI, là, de la route de la soie. Il y a 20 pays d'Amérique latine qui ont signé. Et le dernier, c'est l'Équateur. Pourquoi l'Équateur? Parce qu'à l'époque de Biden, il n'y a pas longtemps, l'Équateur avait demandé à signer un accord de libre-échange avec les États-Unis. Les États-Unis, pas question en libre-échange. Les Chinois sont arrivés et signés là. Voilà, c'est la différence. Trump est allé 4 heures en Amérique latine. Au Jintao, Xi Jinping ont fait 3 tournées, le premier 2 tournées et 3 tournées. Et sans compter les ministres qui sont en permanence là. Bon, les États-Unis méprisent l'Amérique latine. Et depuis un certain temps. Et quant au pivot asiatique, c'est l'Amérique latine qui l'a fait, le pivot asiatique. Parce que la Chine est maintenant, elle est là pour longtemps. Regardez le port de Shanghai. Le port de Shanghai, à 80 km de Lima. Un énorme port construit avec des capitaux et des entreprises chinoises. Qu'ont dit les Américains? Ils ont dit, il ne faudrait pas que ça devienne une base militaire. Et il y a une chose encore plus drôle, c'est la base de surveillance spatiale de la province de Neuquén en Argentine. Il y a une base là qui est là depuis très longtemps. Les États-Unis ont dit, oh, c'est quand même un problème de sécurité. Est-ce que c'est des civils ou des militaires qui tiennent ça? Ils ont envoyé la générale, parce que c'était une dame, générale Richardson, qui est commandante du commando sud des États-Unis, donc qui s'occupe de l'ensemble de l'Amérique latine. Elle est allée, Milei l'a très bien reçue, etc. Et ensuite, il y a eu des journalistes qui ont posé des questions, notamment à la ministre des Affaires étrangères, pour savoir si c'était militaire ou civil. Elle a répondu avec une certaine désinvolture, moi, un Chinois, qu'il soit civil ou militaire, je ne vois pas la différence. Bon, c'est un peu raciste aussi, mais la base est toujours là. Et rien n'a changé. Rien n'a changé. Donc, ce n'est pas si simple de dire que les États-Unis interviennent. Ils interviennent modestement, modérément et sans beaucoup de résultats. Sans beaucoup de résultats, alors on peut imaginer que l'influence nord-américaine soit plus facile à maintenir en Amérique centrale qu'en Amérique du Sud. Pascal Boniface, on l'a compris,
avec tout ce qui se dit là dans cette rivalité sino-américaine en Amérique latine, est-ce qu'on peut estimer finalement que l'Amérique latine est perdue pour les États-Unis aujourd'hui face aux Chinois, ou est-ce qu'il peut y avoir une rupture précisément entre l'Amérique centrale et l'Amérique du Sud, l'Amérique centrale restant sous le giron nord-américain et l'Amérique du Sud plus... Pas tant que ça, parce que même en Amérique centrale, il y a des pays qui ne renaissent plus Taïwan et ont coupé les relations avec Taïwan, parce que ce que la Chine arrive à faire, c'est d'offrir des infrastructures. Alain Rouquier vient de le rappeler pour le port en dessous de Lima, mais il n'y a pas que là, on le voit aussi à Panama et ailleurs. Et alors que les Américains donnent des leçons de maintien, la Chine offre des infrastructures, des prêts et l'ouverture d'un marché. Et donc ce discours peut séduire. Alors, bien sûr, c'est plus facile géographiquement, culturellement pour les États-Unis de contrôler des petits pays centra-américains que les géants sud-américains, mais néanmoins, y compris là, la Chine a avancé ses pions et cette avancée est irréversible, me paraît irréversible, tout simplement aussi parce qu'il y a une forme de respect et que en fait Xi Jinping attendait avec impatience l'élection de Trump, comme d'ailleurs Poutine et Netanyahou, parce qu'il savait que il allait avoir un président disruptif aux États-Unis qui allait permettre à la Chine d'avancer et que la mauvaise gestion américaine, que la brutalité de Trump allait lui donner des façons d'avancer, aussi bien dans un cadre bilatéral que dans un cadre multilatéral. Les avancées à l'ONU, les avancées dont l'OMS par exemple et partout ailleurs, eh bien effectivement la Chine peut offrir une offre qui est bien plus importante, attractive que l'offre américaine. Et ce grignotage ne peut pas, ça va pas être interrompu brutalement. C'est que éventuellement il peut y avoir une reconquête ou stopper le dommage, mais c'est trop tard. Et si il va y avoir plein d'étudiants latino-américains qui vont partir étudier en Chine, s'ils ne peuvent plus aller étudier aux États-Unis. Et donc on va voir ça de plus en plus. Il y a déjà beaucoup de programmes de formation de journalistes africains, latino-américains. On voit beaucoup d'étrangers maintenant à Pékin, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc la Chine se met aussi à son tour au soft power. Les instituts Confucius se développent un peu partout, y compris en Amérique latine. Et donc les gens veulent écouter la civilisation, apprendre la langue, et tout ceci permet quand même d'avancer aussi des intérêts. Et sur, disons, la neutralité, les Chinois ne viennent pas dire voilà comment on gère un pays, voilà comment ils sont neutres par rapport à cela. Donc c'est bien plus appétissant pour la plupart des régimes. Et je dirais que c'est aussi une contre-offre globale. N'oublions pas que c'est la Chine qui a réconcilié l'Arabie saoudite et l'Iran, par exemple. C'est la Chine qui peut proposer des plans de paix pour l'Ukraine. C'est quand même assez. Donc il y a quand même une avancée globale dont l'Amérique latine fait partie, parce que effectivement le raidissement de Trump va donner encore plus d'espace à la Chine. La fin de USAID, qui était quand même très active en Amérique latine, c'est effectivement un cadeau direct qui est fait pour la Chine. Donc la Chine va commencer à se présenter comme un partenaire acceptable, comme un partenaire mature, comme un partenaire respectueux par rapport à l'agité du bocal que paraît être Trump. Et ils vont du coup encore plus avancer qu'ils ne l'ont fait. Ils vont poursuivre leur cheminement vers effectivement une offre globale qui est un partenaire. C'est la fiabilité. Les Américains, en fait, on ne sait pas, un jour il y a les taxes, un jour il n'y a plus de taxes, donc on ne sait plus trop où on va. La Chine se présente comme un partenaire fiable sur qui on peut compter sur le long terme. Alors, ok. Oui, tout ça est parfaitement vrai, mais il faut un peu dépasser Trump. Trump, c'est 4 ans, après on verra. Que veulent les dirigeants latino-américains les plus solides dans les pays les plus importants? Ils veulent une relation triangulaire. Et ce qui est tout à fait significatif, parce que la politique, c'est du symbolique, c'est qu'un certain nombre de présidents, après avoir été élus, ont fait une visite à Pékin et une visite à Washington. C'est le cas du président Lula, c'est le cas du président chilien, qui lui est allé d'abord à Pékin et ensuite à Washington, et Lula dans l'ordre contraire. Cette relation triangulaire est-elle possible? C'est des pays qui veulent avoir des bonnes relations avec tout le monde. C'est le cas du Chili, c'est le cas du Brésil. Bon, l'Argentine, finalement, qu'elle veuille ou pas, elle a des bonnes relations avec les États-Unis, avec Pékin. Et tous ces pays qui ont comme marché la Chine et qui ont des bonnes relations avec les États-Unis, ils sont dans la relation triangulaire.
Moi, je ne parlerai pas de non-alignement. Je dis pourquoi? Parce que le non-alignement a mal fini. Il a fini dans les bras de l'Union soviétique. Et puis parce qu'il n'y a pas de bloc. Où sont les blocs? Il n'y a pas de bloc. Donc il n'y a pas de non-alignement. Il y a du triangulaire. C'est ça ce qui mettra en place. Je dis bien, il n'y a pas de bloc, parce que si vous prenez même le BRICS, ben, c'est pas un bloc, c'est pas le Cominform, c'est pas le Comintern. Là-dedans, il y a des autoritaires ou totalitaires, il y a des démocraties, il y a des pays riches et des pays pauvres. Bon, il y a des pays qui sont proches des États-Unis. Hein, que faites-vous de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite? Ils ont besoin des États-Unis, comme on vient de le voir récemment. Ils font partie, après l'élargissement, ils font partie du BRICS. Donc, l'avenir, c'est pas le non-alignement, c'est le bi-alignement. Mais c'est pas uniquement l'Amérique latine. C'est ce que tente de faire en multi-alignement l'Inde. C'est ce que fait le Vietnam. Le Vietnam, qui n'a pas toujours été en bonne relation avec la Chine, il se rapproche des États-Unis, mais il a de très très bonnes relations avec la Chine. Donc c'est peut-être pas uniquement l'Amérique latine qui est dans cette possibilité de relations triangulaires. Relation triangulaire, alors évidemment, et ce sera la dernière question, Christophe Ventura, j'avais envie de vous poser celle de l'alliance avec de la Russie avec la Chine. Est-ce que ça joue quelque chose et de quelle manière en Amérique latine? Mais je pense qu'on n'aura pas le temps d'évoquer cet aspect des choses, mais finalement, dans tout cela, c'est quelle place pour l'Union européenne, pour l'Europe, aujourd'hui en Amérique latine? Oui, juste en 2 mots pour repréciser, peut-être si j'ai pas été assez clair sur le non-alignement actif, c'est précisément une réflexion sur comment ne pas être dépendant ni des États-Unis ni de la Chine, hein. C'est pas une réflexion en termes de bloc, c'est une réflexion en termes justement de comment ne pas devoir choisir en fait entre les 2 superpuissances. Alors sur l'Union européenne et l'Amérique latine, bah, bien sûr, il y a des terrains qui devraient être assez naturels pour un rapprochement, disons stratégique et géopolitique. Quel est ce terrain? Bah, le terrain, c'est d'abord celui d'un engagement autour du multilatéralisme comme méthode et finalité de la gestion des relations internationales. De ce point de vue-là, l'Amérique latine a une longue histoire d'attachement au multilatéralisme et au droit international comme moyen et outil des règlements des différents ENDS au niveau international, ce qui est exactement la même position et tradition des pays européens. Donc, dans tout ce qui est multilatéral, il y a une évidence, disons, entre l'Europe et l'Amérique latine pour sauver, rénover, refonder et relancer un multilatéralisme du 21e siècle dans les conditions de la crise systémique que nous connaissons. Donc là, il y a un terrain qui devrait rapprocher, bien sûr, les deux régions. La difficulté, c'est que, et puis l'autre terrain, bah, c'est précisément l'impact, disons, de Trump sur le monde pour les Latino-Américains et sur l'Europe pour les Européens. Mais la difficulté, c'est qu'en Amérique latine comme en Europe, on voit bien que le poids, en tout cas jusqu'à maintenant, des divisions, des divergences qui peuvent exister entre les États membres de l'Union européenne et les pays latino-américains rend aujourd'hui les conditions, disons, d'une alliance assez difficile. Et l'accord entre l'Union européenne et le Mercosur pour ce qui concerne le commerce ne suffira pas à, disons, offrir une base, un socle pour une alliance géopolitique. C'est pas son propos, c'est pas son objectif. Et aujourd'hui, cet accord, en réalité, est très très loin d'être abouti. Et donc, les incertitudes sur son avenir sont toujours très présentes. Donc, c'est pas par l'accord commercial de libre-échange qu'on trouvera, disons, le moyen d'une alliance plus géopolitique. Mais en tout cas, entre l'Europe et l'Amérique latine aujourd'hui, il devrait y avoir des passerelles, il devrait y avoir, disons, des dialogues plus féconds autour, en tout cas, de cette question de la défense, de la rénovation du multilatéralisme et de la défense du droit international. Merci Christophe Ventura. Je rappelle que vous êtes directeur de recherche à l'IRIS et membre de la rédaction du Monde diplomatique. Merci aussi Alain Rouquier, ancien ambassadeur de France au Brésil et au Mexique, qui est en préparation un livre sur la Chine et l'Amérique latine. Et Pascal Boniface, directeur de l'Institut de Relations internationales et stratégiques, et son dernier ouvrage, Permis de tuer, Gaza, génocide, négationnisme et Asbara, qui vient de sortir chez Max Milo. Géopolitique depuis la Maison de l'Amérique latine, boulevard Saint-Germain à Paris, était signé Marie-France Chatin, Mathias Golchani et Lys Ménard. Vous êtes bien sur RFI. Restez avec nous dans quelques instants. Dimanche politique, suivi du magazine Idées, mais tout de suite le journal.